Bonjour, bienvenue dans votre émission Parentalité, on en parle. Je m'appelle Elisa Béliard, je suis praticienne en santé naturelle et relaxologue. Je vous accompagne vers un bien-être au sein de votre famille. Aujourd'hui, nous allons parler du développement harmonieux de votre enfant. Et oui, vous avez votre bébé avec vous, il se développe, mais vous entendez à gauche et à droite, mon enfant à son âge marchait déjà, mon enfant à son âge ne pleurait pas autant. Bref, autant d'informations qui sont peut-être difficiles à décrypter. Nous allons voir tout ça aujourd'hui avec Aurélie Sarrazin. Aurélie, bonjour. Bonjour Elisa. Alors Aurélie, dis-nous un petit peu déjà, qui es-tu ? Qui suis-je ? Alors, je suis accompagnante parentale et périnatale actuellement et je viens du monde de la santé puisqu'à la base, je suis orthophoniste. Ok. Voilà, donc j'ai eu un cabinet pendant de nombreuses années. J'ai fait 14 ans d'activité libérale et suite à ce que j'ai pu observer lors de ce parcours-là, j'ai décidé de quitter mon cabinet pour accompagner les parents dans le développement de leur enfant, mais d'une autre manière, on va dire. Ok. Alors, rappelle-nous ce qu'est une orthophoniste. Alors, un ou une, mais c'est souvent mais voilà, je c'est parle vrai. de toi, en fait. C'est un professionnel de santé qui rééduque les troubles du langage, écrit, oral, à tous les âges de la vie. Alors, ça, c'est la base. Après, il y a d'autres choses. On travaille aussi autour de l'oralité. On travaille autour des maladies dégénératives. C'est très, très vaste et très, très large, l'orthophonie. C'est vraiment de la naissance à la mort. Autour de la communication. Voilà, on va le dire comme ça. Ok. Donc, on sait aujourd'hui que les cabinets d'orthophonie sont remplis. On a du mal à avoir des places. Souvent, les parents ont beaucoup de difficultés à travailler avec leurs enfants sur les problématiques qu'ils peuvent obtenir, qu'ils peuvent avoir. Donc, tu as décidé de faire différemment. Alors, c'était un constat qui était vraiment gênant. En cabinet, on a essayé de trouver des stratégies, mes collègues et moi, enfin mes collègues dans le cabinet et mes collègues au sens large. Aujourd'hui, il y a des stratégies mises en place. Il y a par exemple une liste d'attente commune à tous les cabinets. J'avais déjà quitté le cabinet quand ça a été mis en place, mais je sais que ça existe. Et donc, c'était plusieurs appels par jour avec des personnes en attente, des personnes dans des situations parfois douloureuses, à qui on dit on pourra rien faire pour vous, et ça devenait vraiment insupportable. Alors je dis on puisque je sais que mes collègues le faisaient aussi, mais j'ai passé pas mal de temps à discuter dès que je le pouvais au téléphone, à donner des indications aux parents, à leur dire vous pouvez faire peut-être ceci, cela en attendant d'avoir une prise en charge, parce que je n'arrivais pas à leur dire non, il n'y a pas de place, et c'est comme ça, et c'est tout. C'est difficile de dire non à une famille qui a besoin d'aide, et pour qui ça peut être compliqué, parce qu'un enfant qui a besoin d'orthophonie, on va dire par exemple un retard de langage, ce retard va accumuler d'autres problématiques, et donc plus on prend un enfant tard, et plus c'est difficile. Alors c'est ça, on nous pousse de plus en plus à faire de la prise en charge précoce, et effectivement, plus on prend le problème à la racine, plus ce sera facile déjà de sortir du problème et puis d'envisager l'avenir sereinement, on va dire. Donc effectivement, quand on a un parent d'un enfant de 2 ans et demi, 3 ans qui nous appelle et qu'on sait qu'il y a peut-être 6 mois, 1 an et demi, voire 2 ans de liste d'attente, on sait qu'on ne fera pas les mêmes choses 2 ans plus tard que ce qu'on pouvait faire directement. Donc c'est vraiment une vraie problématique, et moi, à un moment donné, on met sous le tapis, on se dit, de toute façon, on fait que ce qu'on peut, puisqu'on peut pas faire plus. Mais c'est quelque chose qui revenait quand même régulièrement. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes sur la liste d'attente ? Et puis parfois, quand on rappelle, parce qu'on rappelle tout le monde à un moment donné, mais les numéros de téléphone ont changé, on n'arrive pas à joindre les personnes. Carrément à ce point-là, c'est 1 an d'attente ? C'est ça, oui, grosso modo. Je sais pas où est-ce qu'ils en sont actuellement, mais c'est grosso modo 1 année, voire 2. Et puis on avait des retours de personnes qui nous disaient, mais on m'a jamais rappelé. Parfois, effectivement, il peut y avoir des pertes de numéros aussi. Enfin bref. En tout cas, ce qui est devenu insupportable pour moi, c'est de me dire, il y a des gens en attente et ils ne savent pas quoi faire avec leur enfant. Et on sait très bien que selon ce qui va être mis en place ou pas à la maison, ça va aller vers le mieux ou ça va aller vers le pire. Oui. Et donc, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, puisqu'on a des enfants qu'on reçoit plus tard,
Donc, je parle uniquement pour les enfants, là, hein, parce qu'il y a aussi des adultes. Mais on a des enfants qu'on reçoit plus tard, donc qui ont des troubles plus sévères, avec des prises en charge qui vont être plus longues. Oui. Et donc, le temps de prise en soin s'allonge, et donc, on peut à nouveau moins prendre de gens en charge. Donc, le serpent se mord la queue, et je me suis dit, non, il faut qu'on fasse autrement, il faut qu'on fasse autre chose, parce qu'on court sans cesse après le train, et on va jamais s'en sortir. Voilà. Donc, on va prendre à la base, on va chercher au bon moment, pas trop tard. C'est à partir de quel âge on peut s'inquiéter, ou on peut commencer à faire quelque chose? Alors, s'inquiéter... je dis souvent, on s'inquiète pas, parce que ça sert à rien. Tout à fait. Donc, c'est toujours trop tôt pour s'inquiéter. Et c'est jamais trop tôt pour se demander s'il y a quelque chose à faire, par contre. Souvent, le parent connaît son enfant et a une intuition. Alors, ça dépend, on est tous différents, mais un parent qui dit « j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas avec mon enfant », même si a priori, comme ça a l'air d'aller, il faut prendre sérieusement cette attente-là et cette demande-là, parce que en rencontrant un enfant en 1 heure, en 1 heure et demie, on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. C'est vraiment... ça, c'est difficile, parce que l'enfant arrive dans un cabinet avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. On a tout de suite un bilan à faire, et pourtant, on peut se tromper en tant que professionnel. Ça m'est déjà beaucoup arrivé aussi. L'enfant, il a besoin de temps pour prendre confiance et de montrer qui il est vraiment. Oui. Donc, c'est pas forcément évident quand on a beaucoup de clients, justement, et que on veut aider tout le monde. Pourquoi, justement, ne pas prendre les choses à la base et former les parents? Alors, c'est ça. C'est vrai qu'on peut tous se tromper. Hein. Je pense que on va pas... Ça peut arriver de faire un bilan. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même des outils en orthophonie qui sont des bilans normés, etc. On le fait pas au feeling. Hein. Je veux dire, quand on reçoit un patient, on fait passer un test qui, normalement, nous aiguille. Bon, tous les tests ont leurs limites. Et effectivement, nous sommes des êtres humains, donc on peut avoir de vraies fausses intuitions. Enfin, en tout cas, on peut se tromper. Donc, c'est très important de pouvoir écouter le parent et savoir ce qu'il dit de son enfant. Moi, si je peux raconter une anecdote, c'est vraiment quelque chose qui a été parlant dans mon parcours. J'étais étudiante encore, et j'allais à la consultation pédiatrique en ORL avec un médecin qui était à la fois mon professeur, enfin, je veux dire, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Cette femme est compétente dans son métier. Et il y avait cette consultation avec une petite fille, là, et la maman disait « Ma fille, ça ne va pas, elle peut pas manger. Dès qu'elle mange, elle rend ce qu'elle mange. » Et puis, donc, elle posait plein de questions. Le médecin posait plein de questions en lui disant « Mais est-ce qu'elle vomit? Est-ce que... » Bon. La maman disait « Non, ce n'est pas ça. » Bon, bref, on n'arrivait pas à comprendre ce que disait la maman. Le médecin fait l'examen, il n'y a rien à l'examen. Et donc, elle commence son compte-rendu en disant « Bon, il n'y a rien, quoi. » Et puis, en arrière-plan, il y a une maman stressée, sans doute, etc. Ça, c'est un gros biais. Et la maman dit, je vais vous montrer. Donc, elle donne à manger à sa fille et elle la fait boire immédiatement après. Et là, on voit exactement ce qu'elle nous avait raconté. Sauf que elle n'arrivait pas à l'expliquer. C'était inexplicable de toute façon. Il fallait vraiment voir ce qui se passait. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est le parent qui sait. C'est vraiment le parent qui sait, et c'est lui qui est le spécialiste de son enfant. Quand il dit quelque chose, il faut l'écouter, Même si nous, on n'a pas vu, ok, on a les connaissances en tant que professionnel, mais la connaissance de l'enfant, c'est le parent. Tout à fait. Et on travaille ensemble. Il y a un rapport psychologique aussi. Oui, il y a quelque chose qui se joue beaucoup dans ça. La psychologie, elle est présente partout, effectivement, mais c'était vraiment mécanique pour le coup. D'accord. Mais il fallait pouvoir l'observer. Et c'est vrai que heureusement qu'elle a insisté, cette maman, parce que sinon elle aurait eu une absence de diagnostic. Alors que c'est une incompréhension, et puis... Cette petite fille a besoin d'une intervention chirurgicale. Oui. Donc voilà. C'est important. Et on a dans notre parcours des choses qui nous font dire attention, ça c'est important. Donc c'est quelque chose que moi j'ai toujours eu en tête. Donc oui, aider le parent à aider son enfant. C'est vraiment ça maintenant ma posture. Alors, je l'ai beaucoup fait en cabinet, parce que la guidance parentale fait partie du travail de l'orthophoniste. Et en fin de parcours, je l'ai énormément fait. Et je trouvais que c'était beaucoup plus porteur, parce que le parent devient acteur. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi, parce que on emmène son enfant en consultation à droite, à gauche, on délègue.
Et c'est normal, puisqu'on ne sait pas tout faire, on délègue aux professionnels, mais à un moment donné, il faut que le lien se fasse entre le professionnel, la famille, l'enfant. Sinon, ça devient quelque chose qui existe seulement au cabinet et qu'on ne transpose pas non plus à la maison. Il faut que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe, parler le même langage. Et puis bon, une prise en soin en orthophonie, c'est 2 fois 30 minutes par semaine. Alors bien sûr, ça sert, mais s'il n'y a pas de relais, si on ne comprend pas ce qui est en train de se jouer là, disons que si on comprend ce qui est en train de se jouer, ça va beaucoup aider. Donc mon parti maintenant, c'est ça, c'est d'expliquer aux parents, voilà, un enfant, c'est comme ça se développe comme ça. Moi, je suis pas là pour dire ce que les parents doivent faire avec leur enfant. Je suis là pour expliquer comment ça fonctionne. C'est ça, comprendre comment l'enfant va se développer selon les âges. C'est important aussi parce que ça permet de pas faire de faux pas, entre guillemets, et puis d'encourager certains développements plutôt que d'autres à certains âges, ne pas brûler les étapes aussi. Oui, puis surtout de se rassurer, je pense. Parce que c'est chacun son rythme. Oui. C'est vraiment chacun son rythme. Alors, bon, bien sûr, il y a des fois où il faut s'inquiéter. Jamais s'inquiéter, mais il faut se dire il y a quelque chose à faire quand même. Mais on entend beaucoup de choses. En plus, maintenant, on a accès à plein d'informations. Oui. Et souvent, ce que les gens vont nous renvoyer, les amis, la famille, c'est « Ah bah oui, alors toi, quand tu étais petite, tu faisais comme ci. Ah bah ton frère, c'était comme ça, etc. » Bah oui, mais chaque enfant est unique. C'est ça, c'est leur expérience. Chaque enfant va se développer. Alors, il y a effectivement des âges précis pour certaines choses, mais il y a une marge. Alors, il y a une marge, c'est-à-dire que c'est pas un âge précis, c'est entre tel âge et tel âge. Et c'est vrai que, alors, entre tel âge et tel âge, la norme basse, il y a très peu d'enfants qui vont y être. La norme haute, il y a très peu d'enfants qui vont y être. Et la majorité des enfants va se trouver au milieu. Donc, effectivement, dès qu'on se trouve un peu sur les côtés, on va s'affoler. Mais si on est encore dans les clous, il n'y a pas à s'affoler. C'est juste que soit on est un peu précoce, soit on est, pour le coup, pas en retard, mais à la fin du wagon, quoi. Et c'est tranquille. Tout va bien. On sait que l'enfant a le temps de se développer. Alors, la bienveillance joue un rôle important. Si on force l'enfant à faire certaines choses qu'il n'est pas prêt à faire, ça peut être compliqué aussi. Alors, j'ai envie de dire, essayez toujours. Oui. Essayez toujours de forcer un enfant à être là où il n'est pas. C'est hyper compliqué. Il y a effectivement des stades de développement et surtout des besoins. À chaque âge, dans chaque situation, on a des besoins, en tant qu'adulte aussi, hein, mais en tant qu'enfant, quand on va répondre aux besoins, ça va être vraiment tranquille. Quand on est à côté des besoins, ça va être vraiment difficile. Et souvent, quand on est un petit peu décalé, c'est là où il va y avoir de la difficulté dans la relation, où on va se dire « Oh là là, mais cet enfant, il écoute rien, mais pourquoi est-ce qu'il fait ci? Je comprends pas. » Bon, voilà. Quand on comprend pas, alors, je vais essayer de pas faire de généralité, mais quand on comprend pas ce qui se passe, qu'on comprend plus trop cet enfant-là, souvent c'est parce que lui, il a passé un palier. Ok. Et que nous, on est un peu à la traîne. D'accord. En fait, il veut se développer, mais nous, on se dit non, mais il va rester encore un petit peu petit. Alors, au début, ça va très, très vite. Et puis, ça va très vite sur les premières années quand même. Après, c'est un peu plus lent, mais bon, c'est plutôt le social qui prend le relais. Donc, effectivement, il est en demande d'autonomie, en demande de faire tout seul, en demande d'apprendre. Et nous, on a encore en tête qu'il ne peut pas. D'accord. Alors, ça, je le vois quand même souvent. Et finalement, une fois qu'on se réajuste, ah bah oui, bah ça, c'est vrai que peut-être que je pourrais lui faire confiance et le laisser faire ça tout seul. Bah, en général, ça va mieux après. Voilà. Oui. Mais il y a toujours un équilibre à avoir entre ce qu'on demande d'une part à un enfant, parce qu'on a des exigences vis-à-vis de lui, ce qu'on l'autorise à faire, et ses besoins. C'est toujours vraiment une harmonie à trouver entre tout ça. Et parfois, nous, on est trop haut, c'est-à-dire qu'on a des attentes vis-à-vis de l'enfant qu'il ne peut pas réaliser, en fait, parce qu'il n'en est pas là encore. Et puis parfois, on est trop bas, parce qu'on soit on surprotège, soit on ne laisse pas faire. Et l'enfant, il est prêt. Et donc, il va s'affirmer. Alors moi, je préfère quand il s'affirme quand même, oui. Parce que du coup, ils y vont, plutôt que... La problématique avec les enfants plutôt doux, plutôt tranquilles, plutôt calmes, c'est que quand on n'est pas bien ajusté, eux, ils vont s'ajuster. Oui, pour pas faire de vagues et pour se laisser oublier. Ouais. Voilà. Ce sont des enfants qui vont avoir tendance à avoir du mal à se délier de leurs parents, à être autonomes. Alors, je pourrais
pas faire ce raccourci-là. Oui. Ça peut arriver. Maintenant, c'est pas forcément un lien de cause à effet direct. Alors, les liens de cause à effet direct, de toute façon, il y en a assez peu. Hein. C'est toujours... parce que, bon, parfois, j'explique certaines choses à des parents dans des ateliers ou autres, et les parents sont catastrophés. Oh là là, mais alors, ça va pas du tout parce que... non, on est tranquille. Pas de panique, c'est ta phrase, pas de panique. Voilà. Il n'y a jamais A plus B égale C en direct, et puis c'est comme ça, c'est foutu, on a raté. Non, heureusement, le développement, c'est pas comme ça, c'est vraiment une multitude de facteurs qui font que. Et après, effectivement, si on a plein de facteurs qui font que ça n'aide pas, bon, bah, on va pouvoir avoir des difficultés. Mais c'est toujours rattrapable, déjà. Toujours, toujours. On est sur quelque chose de dynamique, donc c'est jamais arrêté. C'est pas parce que, bah oui, on s'est loupé sur ça. Bah oui, effectivement, j'ai pas permis, par exemple, à mon enfant. Je pense au développement de l'oralité, par exemple, aux alentours de 6 mois, les enfants mettent tout à la bouche, et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait souhaitable. J'en discutais avec un ami qui est dans cette phase-là ce week-end justement. Bon, alors effectivement, il y a certains parents qui vont traverser cette phase parce qu'ils n'ont pas les informations nécessaires, en empêchant l'enfant de le faire. Et puis, un jour, ils vont rencontrer quelqu'un sur leur parcours qui leur dit « Bon, bah alors, aux alentours de 6 mois, effectivement, c'était important que l'enfant ait pu faire ça. » Et là, ça m'est arrivé en formation où la personne s'effondre, mais en tout cas... J'ai fait une bêtise, voilà, c'est ma vécu faute. Très difficile, mais je l'ai pas fait. Bon, eh ben, sur le parcours, c'est comme ça n'a pas été fait, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on peut toujours faire. Tout à fait. Effectivement... Moi, mon but, c'est que chaque fenêtre développementale, parce que ce sont vraiment des fenêtres qui s'ouvrent, et puis à ce moment-là, ce qui va se passer à l'intérieur va faire que on va aller vers du mieux. En général, c'est comme ça. Que chaque fenêtre soit respectée. Si tout est respecté, grosso modo, normalement, ça va bien aller. Bien. Voilà. On fait confiance à l'enfant aussi. Naturellement, l'enfant va aller vers ce qui est bon pour lui, ce qui est bon de développer. Tu parles de mettre à la bouche, il va le faire spontanément. Ouais. Nous, on va lui dire, ne mange pas ça, c'est sale, ne touche pas ça, c'est pas propre, etc. Donc, on va freiner un petit peu ça, mais naturellement, il va y aller. Ouais. Le développement, ça se fait tout seul. C'est tous les êtres vivants, tous, à partir du moment où ils naissent, sont voués à se développer. Et ils ne font que ça. Maintenant, on parle beaucoup de développement personnel, etc. Mais on se développe, quel que soit le sens. Donc, sur la première année, effectivement, il y a un développement moteur qui est énorme. Ça se voit. Hein, je veux dire, on n'a pas appris à marcher à nos enfants. Un jour, ils se sont mis à faire des petits mouvements comme ça. Puis après, ils se sont mis à bouger les jambes. Ensuite, ils se sont mis à ramper, puis se mettre à 4 pattes, se verticaliser, etc. Et puis, hop, un jour, ils marchent. Mais il y a eu plein d'étapes avant la marche. Et effectivement, c'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui fait que, hop, un jour, ça marche. Ça marche, ça fonctionne. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Mais on n'a jamais pris un enfant en lui disant « Alors, aujourd'hui, on va mobiliser tes cuisses parce qu'il faut que tes cuisses soient musclées pour pouvoir... » On fait ça dans les massages bébés. Alors, oui. Mais est-ce que c'est le massage bébé qui fait marcher les enfants ? C'est ça, la question. Est-ce que ça va permettre à l'enfant de le faire plus vite ou de le faire mieux? Est-ce que vraiment toutes ces petites choses qu'on apprend aujourd'hui sont bénéfiques, ou bien est-ce qu'on devrait quand même laisser une porte soft, on va dire, sans trop intervenir? Alors, je pense qu'il y a vraiment des deux. C'est-à-dire que quand on a repéré qu'un enfant, il est à tel moment de son développement, on va dire, on va encourager ce développement. Et là, on va pouvoir faire des choses. Je sais pas, par exemple, on va voir un petit bébé qui essaye de se retourner. Au début, on voit qu'il y a un petit geste qui arrive. Bon, comment est-ce qu'on va faire pour l'aider à aller vers ça? On va peut-être pouvoir mettre le petit jouet qu'il aime bien à tel endroit pour qu'il ait envie d'aller l'attraper. Ça va l'encourager. On l'encourage à faire. Accompagner, encourager. Ça, et spontanément, on le fait. Si on a pu observer son enfant. Parce qu'effectivement, pour repérer que là, il est en train de faire ce petit truc-là, faut que je l'ai regardé. Parce que si je le regarde pas, je peux pas voir. Et ça, c'est vraiment hyper important. L'observation de son enfant. Pour l'apprendre, il faut le regarder. Oui. Sinon, on va jamais pouvoir l'apprendre. Et si je l'apprends pas, je sais pas où il est. Si je sais pas où il est, je peux pas l'aider. Alors, je vais peut-être me dire, aujourd'hui, il va apprendre ça. Oui, mais ça va pas bien marcher. Moment. C'est peut-être pas le moment. Et lui, il a un plan. C'est oui, ça. Je disais tout à l'heure, l'enfant, il sait exactement, en fait.
Et il le sait pas consciemment, bien sûr, il se réveille pas le matin en se disant, tiens, aujourd'hui, voilà mon Planning, programme. je Ça. check. Pas du tout. Par contre, le développement pousse. À l'intérieur, il y a quelque chose qui pousse à faire ci, à faire ci, à faire ça. Avec l'imitation, bien sûr, avec tous les processus d'apprentissage qui sont autour. Mais il y va, quoi. Il y va, et avec ce qui est, si on pouvait être encore comme les enfants, c'est-à-dire y aller sans se poser de questions, et puis il se jette vraiment sans avoir peur. C'est la peur. Ce sont les parents, entre guillemets, qui incluent la peur dans chaque chose. La peur de tomber, la peur de pas y arriver, la peur de. Ouais, ça c'est vraiment un sujet important. Moi, j'aime bien parler de vision à long terme. Alors, je pense qu'il y en a. Mais c'est vrai que quand on devient parent, est-ce qu'on s'est posé la question, qu'est-ce que je veux pour cet enfant? Qu'est-ce que je veux dans ma parentalité avec cet enfant? Qu'est-ce que j'ai envie de lui apporter? Vers où on va, quoi? Parce qu'en fait, une nouvelle vie, c'est vraiment des milliards de possibilités, quoi. Donc, bien sûr, on va pas choisir. C'est pas parce qu'on a décidé. Et non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Par contre, qu'est-ce que je veux en termes de relation? Qu'est-ce que je veux en termes de soutien pour mon enfant? Quelle posture j'ai envie d'avoir vis-à-vis de ses apprentissages? Bon, on peut se poser la question. Je pense que c'est important de se la poser. Et de se dire, OK, bon là, j'ai un petit voisin qui est physiquement très développé. C'est un petit garçon qui, à 2 ans, faisait presque du trial sur sa draisienne. Enfin, voilà. Okay. Bon, chaque enfant a ses compétences, et lui, il a des compétences physiques qui sont, pour le coup, en haut de norme. Bon, moi, j'ai très peur du vélo, par exemple. Et ben, ce petit garçon, quand il faisait tous ces trucs-là, je faisais comme ça. Oui. Ben, je regardais pas. Parce que sinon, je vais réagir par rapport à ma peur et pas par rapport à ses possibilités. Tout à fait. Et c'est comme ça pour tout. Donc, les peurs, elles existent, on en a tous. Elles sont de divers ordres. Si c'est pas peur pour l'intégrité physique, ça va être peur sur le plan psychologique. On a des peurs, on en a tous, plus ou moins. Maintenant, c'est quand même intéressant de pouvoir se poser et de se dire, OK, ça parle de quoi, ça? Ça parle d'une peur ou ça parle d'un réel danger? Quel est le réel danger? Alors, il y en a plein des réels dangers. Oui, un enfant va forcément tomber plusieurs fois dans sa vie. Voilà. Ça, c'est normal. Mais s'il tombe du 3e étage, c'est pas pareil que s'il tombe de la trottinette. Exactement. On est bien d'accord. Voilà. Donc, c'est important pour soi, en tant que parent, de se dire, mon curseur à moi, je le mets où? Et c'est le mien. C'est pas parce que la voisine laisse son enfant faire ça que moi, je suis OK pour lui laisser faire ça. Moi, mon curseur, je le mets plutôt par là. OK. Et puis, normalement, on est 2, voire une grande famille pour élever un enfant. Donc, c'est chacun son curseur. OK, moi, le vélo, là, vraiment, mon curseur, il est hyper bas parce que je peux pas, ça me fait trop peur, je maîtrise pas. Ben, c'est pas moi qui fais le vélo. C'est ça. Voilà. On délègue. Je veux pas voir, ça me fait trop peur. Par contre, moi, c'est OK que mon enfant patouille avec de la farine, de l'eau, qu'il y en ait partout. Ça me pose pas du tout de problème. Et ben, OK, je vais pouvoir faire ça. Alors, c'est difficile. On est dans une société qui nous donne assez peu la possibilité de le faire. Mais quand on peut avoir des relais, alors les relais, c'est la famille, c'est les amis, mais c'est aussi les structures. Il y a beaucoup de structures associatives qui font énormément de choses, et on est, j'ai l'occasion d'intervenir dans certaines d'entre elles. Et effectivement, c'est hyper intéressant de se retrouver avec toutes les difficultés de chacun et de dire, bon, ça c'est hyper dur pour moi de le faire à la maison, mais j'ai compris que c'était bon pour le développement de mon enfant, donc je le délègue un peu quelque part à la structure, et moi je regarde pas trop parce que c'est dur. Voilà, je pense par exemple aux ateliers patouille où effectivement il y a beaucoup de saleté. Oui, il faut nettoyer derrière. Il faut nettoyer. Souvent, en tant que maman, on se dit, bon, un temps pour jouer, mais aussi 2 fois plus de temps pour nettoyer. Est-ce que vraiment j'ai envie de le faire? Pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Ça aide quand on a compris que c'était hyper important. Oui. Et moi, je me place un petit peu là pour expliquer pourquoi c'est important. C'est ça. Après, chacun doit se respecter. Si je peux pas y aller parce que vraiment c'est trop dur pour moi, ben j'y vais pas, c'est pas grave. Par contre, je vais essayer de trouver le moyen d'accompagner quand même et de soutenir quand même le développement de mon enfant, même si ça, je peux pas le faire, par exemple. Il n'y a jamais une manière de soutenir. Tout à fait. Il y a toujours plusieurs choix, et plus on est créatif, plus on va trouver des façons de pouvoir accompagner quand même. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont à dire là-dessus, mais effectivement, se poser, je reviens un tout petit peu sur les peurs, mais se poser en se disant quel est le danger réel, quelle est
quelle est la peur que moi je peux ressentir et quel est le bénéfice pour mon enfant. Tout à fait. Donc ça passe par un moment d'apprentissage quand même en tant que parent. Voilà, à tel âge, je peux développer telle et telle activité pour lui permettre de structurer son cerveau, de structurer sa logique, son autonomie, etc. Donc ça peut être compliqué pour certains parents. Tu proposes aussi des formations pour les parents, des ateliers, comment ça se passe? Alors, je propose des formations pour toutes les personnes qui s'occupent d'enfants. Donc, les professionnels de l'enfance et de la petite enfance, personnel de crèche, parce que c'est vraiment les personnes qui sont toute la journée avec les enfants. C'est vrai, c'est vrai. Parfois, dans une journée, on voit 2 heures nos enfants, 3 heures, et puis les 7, 8... Et oui, on va le chercher à la crèche, à la garderie, à l'école, et rapidement, c'est l'heure du coucher. Donc, effectivement, dans la journée, il doit se passer des choses. Oui, il se passe énormément de choses. Donc, il faut qu'on soutienne leur développement durant cette journée-là. Donc, j'aime bien quand les deux sont mélangés, les professionnels et les parents. Ça arrive pas souvent. J'ai surtout eu des demandes, effectivement, sur le plan des professionnels et quelques parents aussi. Alors, c'est vrai que c'est pas évident pour les parents de se libérer pour une formation. Oui. À proprement parler, c'est-à-dire une journée complète, voire plusieurs journées complètes. C'est beaucoup d'informations. Donc, c'est vrai qu'avec les parents, c'est plutôt sous forme d'atelier. Mmh. Voilà. Et puis après, au bout de consultations individuelles, je réponds aux questions spécifiques parce que c'est vrai que en atelier, c'est hyper intéressant, mais chacun a sa question spécifique. Oui. Voilà. Et c'est normal puisque l'enfant, il est unique et la relation, elle est unique. Donc, il faut aller regarder ce qui se passe là exactement. Et même si ça ressemble, c'est pas exactement la même chose que ce qui se passe à côté. On compare pas, surtout pas. Non, on a du mal à ne pas le faire. Alors ça peut servir quand même la comparaison, dans le sens où par exemple quand on a un seul enfant, on a du mal à se rendre compte justement de ces fenêtres développementales, de ces normes là. Parfois voir d'autres enfants, se dire ah oui effectivement celui-ci fait ça ou celui-là fait comme ça. Ça permet d'ouvrir l'interrogation et de se dire ah est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à creuser. Donc voilà. Ça... Est-ce que je peux l'encourager justement à faire plus de vélo puisque son camarade, lui, il y va franco. Oui. Voilà, pourquoi pas. Moi, j'ai ma peur. Je me suis rendu compte qu'effectivement, je l'encourage pas à faire ça, mais voilà, on va chercher papa, tonton, tati, quelqu'un d'autre qui peut développer ça chez lui aussi. Ou tranquille, petit à petit, si je commence doucement, peut-être que je vais y arriver. Hein. Et oui, on apprend, on se développe aussi en tant que parent, il faut savoir. Je pense qu'on se développe encore plus que nos enfants. Ils nous montrent vraiment le chemin, et c'est ça. C'est l'observation de l'enfant qui va nous montrer là où on doit se positionner. Et effectivement, parfois, ça ouvre le champ des possibles de voir d'autres familles, d'autres parents. Ah bon, tu fais ça? Ah oui, je pensais pas que... Ah ouais, ok. Je vais essayer vélo moi aussi. Hein. Je vais essayer. Ok, donc on est à l'écoute de son enfant. On n'a pas parlé de comment tu as appelé ton entreprise, En Lien. Oui. C'est important parce que c'est vraiment la base de ta structuration. En fait, ce que tu fais avec les enfants aujourd'hui n'est pas la même chose. Tu étais orthophoniste en cabinet, maintenant tu te déplaces, tu vas voir les familles, tu fais des ateliers. Donc, En Lien, c'est quoi? Alors, En Lien, déjà, En Lien parce que c'est les liens qu'on a avec son enfant, c'est les liens qu'on a, nous tous les adultes, autour de ces enfants, mais c'est les liens aussi en tant que connexions neuronales qui se font pendant le développement. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les troubles logico-mathématiques, donc le développement de la pensée, le développement de la structure logique. C'est vraiment mon dada. Et c'est un petit peu la base de tout ce qui va monter après, en fait. Faut qu'ils soient démarrés, ces enfants. Une fois qu'ils sont démarrés... On appuie sur on sur l'ordinateur. Ça fonctionne tout seul. Voilà. Pour démarrer, il faut comprendre qu'il y a quelque chose à comprendre, déjà, dans ce monde-là. J'arrive là, ok, on présente un monde, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Il y a des connexions qui vont se mettre en place. Ah, je pleure, il y a quelqu'un qui vient. Première connexion. Ah, intéressant. Quand je fais quelque chose, il y a la cause et il y a le résultat. Il faut que tout ça se mette en place pour qu'ensuite toutes les questions du monde puissent se poser et que l'enfant devienne chercheur. Un enfant, une fois qu'il est curieux et qu'il est chercheur, c'est bon, on a gagné, quoi. Ouais. Bon, il sera peut-être nul en maths, bon en français, en histoire géo. Ça, c'est des matières scolaires, peu importe. Il y a aussi beaucoup d'affect là-dedans, et ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. En tout cas, il sera apte à utiliser son cerveau, qui est une belle machine quand même, qui n'est pas tout ce qu'on aime, mais qui est une belle machine pour pouvoir comprendre le monde. Et une fois qu'on comprend le monde, on peut devenir qui on est à l'intérieur, quoi. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est aussi les liens qui se font à l'intérieur de notre cerveau quand on comprend les choses. La petite lumière, là.
Voilà, c'est les liens aussi intergénérationnels qui se perdent un petit peu. Hein. Oui. C'est vrai qu'avant, on élevait beaucoup plus les enfants en famille. Et puis, il y avait toujours un aîné pour dire « Oh, ben laisse-le faire, toi aussi, tu l'as fait. » Tout à fait, tout à fait. Ouais. Pour aider le parent à comprendre aussi, parce que celui qui sait, celui qui a eu des enfants, ou celui qui n'a pas eu d'enfants, mais qui a vu d'autres enfants grandir, il y a des petites choses à transmettre. Ouais. Alors, c'est à double tranchant aussi. Ouais. Ça peut aider comme ça peut freiner ou être compliqué. Il y a aussi des conflits parfois qui arrivent dans la transgénération parce que la manière dont on a décidé d'élever son enfant, c'est pas celle dont on a été élevé. Et effectivement, bon, comme on en découvre toujours, je veux dire, la science avance, on connaît beaucoup de choses maintenant sur le plan des émotions, sur le plan, voilà, qu'on ne connaissait pas avant. Donc effectivement, ce qui était valable à une époque l'est plus aujourd'hui, et on arrive un petit peu en opposition parfois dans ce qu'on a envie de faire, et puis les aînés vont dire on a fait ça avec vous et vous n'en êtes pas mort. À mon âge, on laissait pas les enfants. Alors moi, j'entends beaucoup quelque chose du style avant, on n'avait pas autant de problématiques avec les enfants. Alors, est-ce que c'est un changement de génération où vraiment on a une évolution qui fait que, ou bien est-ce que c'est vraiment une question de point de vue? Alors, j'ai pas de réponse scientifique là-dessus. Je donne ma réponse à moi. Moi, ce que je vois, c'est notre génération, en fait. Effectivement, on a posé assez peu de problèmes quand on était enfant. On a beaucoup de problématiques aujourd'hui en tant qu'adultes. On a quand même toute une génération de personnes qui cherchent à comprendre ce qu'ils aiment, qui ils sont, comment va le monde et comment on s'en sort. Donc, si on accompagne plus tôt, peut-être qu'il y a moins de problématiques. Après, je ne sais pas, on verra, ils sont encore enfants, cette génération-là. Les problématiques, il y en a maintenant, soit on décide de les voir, soit on décide de faire comme si elles n'existaient pas. Si on fait comme si elles n'existaient pas, elles vont ressurgir à un moment donné. Ça, c'est un principe psychologique de base. Donc peut-être que les parents ont eu moins de problèmes, mais peut-être que les adultes se ramassent avec des choses à gérer par la suite. Parce qu'on fait avec l'adaptation aussi. On peut avoir une problématique de base qu'on va ajuster au fur et à mesure du développement et qu'on va peut-être, entre guillemets, effacer, mais qui va nous enquiquiner la vie tous les jours. La fatigue, l'irritabilité, des choses comme ça peuvent être à la base des problématiques qui auraient pu être gérées. Oui, et puis après, l'utopie de je suis heureux chaque jour et je n'ai aucun problème dans ma vie, c'est une utopie. On a besoin de problèmes pour développer notre cerveau aussi. Alors, ok. Oui, parce que si tout va bien toujours, j'ai pas besoin de trouver de solution. Si j'ai pas besoin de trouver de solution, bon, alors, je sais pas, c'est peut-être un peu ennuyeux ou d'un moment. Ouais, j'évolue pas, je suis là. En tout cas, dans le développement de l'enfant, c'est hyper important qu'il soit confronté à des problèmes. Oui. Je suis sur le canapé, ma chaussette est par terre, ou je ne sais pas, le jouet est par terre. Il va falloir que j'y aille. Alentour pour venir me le ramasser, va falloir que j'y aille. Et que je trouve une stratégie pour descendre, monter, attraper, etc. Tout ça, c'est du développement. Je ne sais pas, moi, j'essaye de fermer le volet, ça ferme pas. Il va falloir que je m'interroge à un moment donné sur qu'est-ce qui coince. Comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui... Ouais, voilà. Tout à fait. Donc, les problématiques et les problèmes sont vraiment des chances pour se développer et pour apprendre des choses. Si je peux te dire quelque chose, je suis pas là pour donner des conseils, mais en tout cas, quand on a un enfant devant nous qui est dans quelque chose de compliqué qu'il n'arrive pas à faire, on est là pour accompagner, soutenir, mais on n'est pas là pour donner la réponse. Tout à fait. Tout à fait. Pas tout de suite. J'ai un exemple justement bien précis. J'ai une petite fille qui passait de bras en bras, super gentille, elle impeccable, magnifique, elle ne pleure pas, elle va chez tout le monde, mais je vois que ça fait 2 heures qu'elle est dans les bras de un tel. Moi, je la prends et je la pose par terre. Et là, je vois qu'elle essaie d'attraper le jouet qui est devant elle et qu'elle essaie de se mettre debout, mais en étant très frustrée. Alors, la chose qu'on fait, chaque adulte, c'est « Allez, je te donne les mains » et elle se met debout toute seule. Donc, je me dis que le parent, certainement, encourage à se mettre debout, mais est-ce qu'il faut l'aider à ce point-là ou est-ce qu'il faut la laisser trouver le moyen de se mettre debout? Alors, c'est oui, c'est non. Voilà. Il y a ce qu'on appelle ce qui est proximal, en fait. C'est-à-dire,
On voit souvent cette image, c'est une très belle image que j'aime bien utiliser. Il y a cette échelle avec des barreaux très écartés les uns des autres et cette échelle avec des barreaux très proches les uns des autres. Si un enfant essaye de faire quelque chose et qu'il n'y est pas du tout, qu'il est très loin de maîtriser la compétence, si je le laisse faire tout seul, certainement qu'il va s'énerver, être frustré et lâcher l'affaire. D'accord ? Certainement, mais pas sûr. D'accord ? C'est toujours... il y a 1 million de possibilités toujours, d'accord ? C'est jamais A plus B égale C en développement. Si je lui donne la solution, je lui ai volé son développement. Je lui ai volé la possibilité de le faire tout seul. De réfléchir, d'intégrer dans le cerveau comment je pourrais faire, quelle stratégie je vais mettre en place. Exactement. Donc je lui ai volé, voilà. Bon, il a rien appris, tant pis. On le fait, c'est pas grave, d'accord ? Bien sûr, ça arrive. On peut réparer. Mais ça arrive tout le temps. Et puis voilà, c'est une somme d'expériences. Hein. C'est pas une expérience qui fait que ça va marcher ou pas marcher. C'est vraiment une somme d'expériences. Donc entre les deux, c'est je me mets juste où il faut pour qu'il fasse l'effort nécessaire, mais que je le soutienne. Voilà. Donc par exemple, il y a un jouet qu'il adore. Je sais pas quel âge avait cette petite fille dont tu parles. Oh, elle avait un petit peu plus d'1 an. Un petit peu plus d'1 an, d'accord. Il y a ce jouet qui est un petit peu loin, et puis c'est tellement loin que l'enfant il va même pas avoir l'élan d'aller le chercher. D'accord. Et puis il y a ceux qui sont tout près, qu'il a déjà en main. Bon, l'entre-deux, c'est un jouet qui est à mi-chemin, quoi. Oui. Qui est suffisamment loin pour qu'il ne puisse pas l'attraper tout de suite, mais suffisamment près pour qu'il ait l'élan d'y aller. Voilà. Ça, je réponds avec quelque chose de physique, matériel, pour qu'on comprenne bien, mais c'est toujours comme ça. Qu'il ait une petite satisfaction de l'avoir au moins touché du doigt. Oui, et puis il va faire ce qu'il faut, il va ramper, il va se débrouiller pour réussir à l'avoir. Et puis on est là, on encourage. C'est ça. Il y a vraiment la présence, le soutien, l'encouragement. On le sait, dans les manifestations sportives, on le sait très bien. Hein, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Vous n'en pouvez plus, c'est impossible, la ligne d'arrivée. Et puis là, la foule se soulève et on est porté. C'est comme ça, l'humain fonctionne avec l'autre. Et tout seul, c'est beaucoup plus dur. J'ai donné l'exemple du jouet, mais ça peut être plus tard, par exemple, sur le plan scolaire, un problème mathématique difficile. La solution semble très très loin parce qu'on n'arrive pas à conceptualiser, etc. Mais on va mettre des petites étapes. Et chaque petite étape va aider à résoudre le problème. On va dire, mais si, c'est 32. Oui, on a la solution. Bon, ok, j'écris 32. Voilà. J'ai pas compris, mais voilà. C'est ça. Et là, on n'a rien fait. Et en plus, on a dit à l'enfant que t'es pas capable, je te donne la solution. On le fait et ça nous arrive même moi. Hein. Donc, tant pis. Mais c'est pas mal de pouvoir se dire, mince, j'aurais pu faire comme ça. La prochaine fois, je vais le faire. Nous-mêmes, on apprend. Et donc, quand on a un petit regard extérieur comme ça sur soi-même pour se dire, cette fois, je l'ai fait comme ça, peut-être que je vais pouvoir faire différemment, je vais le tester. Et puis, on se pardonne. Hein. C'est pas grave. Tout à fait. C'est pas grave du tout. Vraiment, il y a pas de pression à avoir sur est-ce que j'ai bien fait. C'est Freud qui disait, de toute façon, quoi que vous fassiez en tant que parent, vous ferez mal. Et c'est tant mieux. C'est ça. Et c'est tant mieux parce que ça va permettre le réajustement, la compréhension différenciée. Il y a plein de choses qui vont se jouer là-dedans. On est sans arrêt dans le test, en fait. On est sans arrêt en train d'essayer. Tiens, ça marche pas, je vais essayer autre chose. L'enfant, il fait ça tout le temps. Oui. Et j'ai rencontré une maman qui avait 12 enfants. Un jour, elle arrive au cabinet avec sa petite qui était en crise et elle me dit, ah là là, Aurélie, comment tu fais quand c'est comme ça? Donc j'ai explosé de rire en lui disant, moi j'ai un seul enfant et toi tu en as 12. Tu as plus d'expérience que moi, en fait, finalement. Donc c'était assez drôle et elle me dit 12 enfants, 12 aventures différentes et je recommence à chaque fois. Et ça aussi, c'était un beau témoignage et quelque chose qui m'est resté parce que il faut apprendre chacun de nos enfants. Et alors, il y a de grandes généralités sur le développement. Moi, c'est ça que j'essaye de donner. Maintenant, la spécificité de cet enfant-là, il est différent quoi qu'il arrive. Donc, ce qui a marché ne fonctionnera pas forcément, ou ce qu'on a vécu avec un ne sera pas le vécu avec l'autre. On peut pas faire du copier-coller. On est obligé de s'adapter de toute façon, et puis surtout d'observer. Tu parles de lien, mais l'observation, c'est un vrai lien. Jouer avec lui, faire les choses ensemble. De vrais moments de partage, je dirais. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que de toute façon, si on avait un mode d'emploi, qu'on essayait de l'appliquer à la lettre, ça marcherait pas. Le mode d'emploi, c'est vraiment, alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire cet enfant? Qu'est-ce qu'il me propose? Qu'est-ce qu'il se joue là?
Et j'aime bien parler du continuum parce que cet enfant-là, il est une personne unique qui évolue dans différentes sphères. Il est à la maison, il est à la crèche, il est à l'école ensuite. Et on a souvent l'impression qu'il est un petit peu tronçonné comme ça. Voilà, donc à la maison, ça se passe comme ça, et puis à l'école, ça se passe comme ça. Et puis parfois, il va se jouer des choses à l'école que le corps enseignant ne va pas comprendre parce qu'il y a des explications à la maison, et inversement. Et on a un gros manque de communication entre les différentes personnes qui gravitent autour de l'enfant. Et c'est vrai que j'aime bien en formation retrouver un petit peu tout le monde comme ça parce que on a une compréhension éclairée et différente. Mais il y a ce continuum et parfois je comprends pas ce qui se passe là. Mon enfant, je le reconnais pas et il fait des choses qu'il faisait pas. Bon, et je vais l'avoir après l'explication parfois, mais j'ai pas l'explication parce que j'étais pas là. Ça s'est passé ailleurs, à un autre moment. Donc, le lien, c'est ça aussi. C'est le lien entre toutes les personnes qui gravitent autour de cet enfant pour qu'on ait une vision globale et générale. Tout à fait. Il apprend avec les autres, pas seulement avec le parent. Et ça, c'est important de le comprendre et de le connaître. Ouais. Je me souviens avoir emmené ma fille à la crèche un jour et puis elle était dans sa période où elle mettait ses chaussures. Enfin, elle essayait de mettre ses chaussures toute seule. Donc, on part à la crèche, etc. Et donc, en arrivant à la crèche, il faut enlever ses chaussures pour rentrer dans la structure. Et la personne qui était là vient et commence à enlever les chaussures. Et ma fille se met à crier, à montrer son mécontentement. Et donc, la personne me regarde en disant qu'est-ce qui lui arrive Qu'est-ce qui lui arrive? Et je lui dis, bah oui, en fait, elle veut faire toute seule. Et cette dame me dit, ah bah oui, mais c'était pour aller plus vite. Eh oui. Mais dans quelle mesure on a besoin d'aller plus vite? En tout cas, les enfants, eux, ils n'ont pas besoin d'aller plus vite. Ils n'ont pas besoin d'être efficaces. C'est ça. Nous, on a besoin de tenir les horaires, d'être efficace. On a appris ça en tant qu'adulte. On a un job, il faut le faire, etc. L'enfant, il a le temps. C'est ça. Alors, l'enfant, il a le temps, mais surtout, si on lui donne pas le temps, il n'y a pas de chance pour qu'il y arrive un jour. Je veux dire, si jamais on s'entraîne à s'habiller, si jamais on s'entraîne à mettre ses chaussures, c'est pas le jour où il faudra aller vite pour les mettre qu'on va y arriver. C'est ça. Ouais. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a envie de faire pour l'enfant, j'invite les gens à se dire, attends, est-ce que... Alors, des fois, on n'a pas le temps. C'est vrai. Bon, bah, c'est pas grave. On va surtout expliquer à l'enfant. Je sais que tu as très envie de mettre tes chaussures parce que c'est vraiment important pour toi, mais là, aujourd'hui, on est très pressé. Alors, cette fois, c'est moi et la prochaine fois, c'est toi. Mais il faut donner de l'explication parce que sinon, c'est bon, surtout quand ils ont 2 ans, là, c'est horrible. C'est une crise phénoménale et du coup, vous êtes en retard puisque de toute façon, il faudra gérer la crise. Mais pouvoir dire, bon, allez, aujourd'hui, on est à la maison, on est plutôt tranquille, on sort le bac à chaussures et on s'entraîne à mettre toutes les chaussures parce qu'il y a plein de fermetures différentes. Donc c'est génial. On n'a pas vraiment besoin de jouets quand on est un enfant. On a juste besoin d'avoir accès aux objets qui nous entourent et de pouvoir les manipuler. Vraiment. Et une fois qu'on fait ça, on peut avoir des jouets. Mais j'ai beaucoup de parents qui me disent, bah oui, mais ils jouent pas avec ces jouets. Pas besoin. Alors, pas besoin, mais s'ils jouent pas avec les jouets, c'est parce que vous les utilisez pas. Parce qu'il veut juste devenir un adulte, l'enfant. Il veut juste se développer. Et son modèle, c'est le parent. Donc, si vous utilisez telle chose, telle chose, telle chose, il va avoir envie de les utiliser. Vous ne jouez pas avec les jouets. Donc, lui non plus. Très bien. Ben, pourquoi faire? Est-ce que ça sert dans les êtres humains qui sont autour de moi? Je les vois évoluer. Est-ce qu'ils se servent de ça? Non. Ben, pourquoi j'irais le faire? Ok. Oui. C'est vrai qu'on n'y pense pas. On se dit un enfant doit jouer avec ses jouets. Le reste, c'est pas de son âge. C'est pas de son âge. Ah ouais. Voilà. On a décidé. Alors les meilleurs jouets, c'est le placard à tupperware. Oui, de toutes les formes, de toutes les tailles. Ce sont des encastrements merveilleux. Non, il y a des jouets qui sont intéressants, mais assez peu finalement. La bassine de linge, c'est génial. Les objets du quotidien, en fait, être avec les enfants et les faire participer avec nous. Je veux dire, prendre le linge. En plus, quand ils sont petits, ils sont volontaires. Après, ça change. Oui, ça change beaucoup après. À l'adolescence, c'est pas la même chose. Le bac de linge, c'est pas super. Bah non, ils sont sur autre chose à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on est... Ça me fait beaucoup rire, ça, parce qu'on est toujours dans la contrainte. C'est-à-dire que les enfants petits sont accrochés à nous, souvent, et on leur dit « Va prendre ton autonomie, ne sois pas dans mes jupes, allez, prends ton autonomie. » Après, quand ils grandissent, ils sont en demande d'autonomie, on dit non, quand même, tu peux pas sortir. Voilà, c'est sûr. Voilà. Donc on fait toujours le contraire. Ah, mais tu veux dormir avec moi, mais non, il faut que tu dormes tout seul. Ah, mais tu as faim maintenant, mais non, mais c'est pas l'heure. On est toujours dans la contrainte, alors qu'il y a des besoins qui arrivent à un certain moment. Personne ne peut dire si quelqu'un d'autre a faim.
Si quelqu'un d'autre a des besoins physiologiques quelconques, si quelqu'un a sommeil ou autre, on ne peut pas le dire. On sait le repérer chez l'enfant et l'idée, c'est de pouvoir lui dire ce qu'on a repéré pour que lui-même intègre que, ah oui, ça, quand je suis comme ça, c'est que j'ai sommeil. Ah, là, quand je suis comme ça, bon, la faim, ça va, ça vient assez vite en général. Quand je fais ça, c'est que j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et après, il est autonome avec ses besoins. Ouais. Et il sait nous dire, ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Voilà. Et l'attente, c'est dur, hein, c'est quelque chose qui s'apprend. Non, mais tu vas attendre. Par exemple, faire attendre un enfant, je suis formée à l'accompagnement à l'allaitement aussi, et faire attendre un enfant pour qu'il ait une tétée, par exemple, c'est vraiment pas souhaitable quand ils sont tout petits. Un enfant, ça ne peut pas attendre. Mmh. Après, petit à petit, on peut attendre quelques secondes, quelques minutes, puis des heures. Parce que oui, le but, c'est de pouvoir attendre. Mais parfois, on en demande trop d'un côté et pas assez de l'autre côté. Voilà. Et donc, ça crée des décalages et on squeeze un petit peu le développement. D'accord. Voilà. Donc, en fait, on s'ajuste au mieux à ce qu'on perçoit de l'enfant, on l'observe, on perçoit. On écoute aussi un petit peu ce qui se passe chez les autres sans pour autant comparer forcément. Donc on accompagne, on fait pas trop vite, on laisse du temps. Ouais. Tout un tas de pistes pour que notre enfant se développe avec bienveillance aussi. Avec nous, à nos côtés, on est là pour l'aider. Et puis surtout, ne pas hésiter à demander, poser des questions. Ouais. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? On s'inquiète jamais. J'ai retenu, on s'inquiète jamais. Et surtout, A plus B n'est pas forcément égal à C dans son développement. Donc voilà, on est attentif, on est bienveillant, on reste vraiment dans l'écoute et l'attention. Ouais. Et surtout, on garde en tête que chaque jour est nouveau. Oui. Et que ce qu'il faisait hier, c'est pas forcément ce qu'il va faire aujourd'hui. On n'a pas les mêmes compétences en tant que parents chaque jour et les enfants n'ont pas les mêmes compétences chaque jour non plus. Donc, mais si tu savais le faire, bah non, mais aujourd'hui je peux pas. Et c'est ok. Et c'est ok. On s'ajuste tous les jours. Super. En tout cas, merci pour cette belle émission. J'espère que ça a aidé beaucoup de parents dans cette compréhension du développement qui doit s'apprendre aussi, ne pas hésiter à aller chercher les informations auprès des professionnels et de manière à ce que ce soit tranquille à la maison. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt dans une nouvelle émission. Au revoir.